Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo pour vous parler plus en détail du Roi des Rats. Alors attention, si vous n'avez pas vu le Roi des Rats, je vais spoiler à mort. Donc, allez voir le Roi des Rats d'abord et écoutez cette vidéo après. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, je pourrais pas tout expliquer puisque comme je l'ai déjà évoqué, il y a plusieurs niveaux de lecture et je pense que certains auront compris ces niveaux de lecture. En attendant, moi ça m'amuse, mais je vais quand même vous donner quelques anecdotes concernant cette histoire et comment elle a été construite, et puis quelques jokes, quelques messages que j'ai voulu distiller ici et là dedans. Tout d'abord, première blague, évidemment, quand je parle des rats qui ont envahi Paris depuis quelques années, c'est juste un bon gros troll par rapport à la ville de Paris et sa charmante mère qui, grâce à son laisser-aller, fait que Paris se transforme petit à petit en poubelle. C'était évidemment une référence à notre actualité. Cette histoire, je l'ai écrite avec mon fils de 6 ans. En fait, à l'origine de cette histoire, il y avait tout simplement une idée en l'air. J'étais à table et je commence à me dire « Tiens, ça serait marrant si ». C'était le speech de base. Un enquêteur, tout le monde le croit fou, il est persuadé qu'il y a des rats dans les égouts. Ça s'arrêtait là, j'avais aucun élément en plus. Et mon gamin, il me dit « Mais c'est quoi la suite ?» Je fais « Bah, je sais pas, l'histoire, je l'ai pas écrite. » « Oui, mais raconte-moi alors. » Oui, mais pour ça, faut que je l'écrive. Bah, tu vas l'écrire quand? Bah, je sais pas, en fait, quand j'aurai envie. Et puis, il me relance une autre fois, lors d'un autre repas. Je fais, bon, ok, je l'écris. Et là, du coup, il me dit, bah, est-ce que ça pourrait être ça? En me donnant une idée pour l'histoire. Je fais, bah, ouais, pourquoi pas? Et puis, comme ça, moi, je m'amuse et je lui dis, bah, tu voudrais qu'il soit quoi? Ça soit quoi le métier du monsieur qui enquête? Je veux qu'il soit chevalier. Je serai pas si je faiblis. Ah, bah ouais, mais... Un chevalier qui enquête là-dessus, c'est pas ouf, quoi. Scénaristiquement, ça me pose un peu problème. Et donc, je lui dis, bah attends, ce que je te propose, c'est qu'on l'écrive ensemble, l'histoire. Et donc, on l'a écrite ensemble. J'avais espéré pouvoir la situer au 19e siècle pour donner un petit vernis steampunk avec la révolution industrielle. Maintenant, le gamin a dit qu'il voulait à tout prix qu'il soit chevalier. Alors la meilleure pirouette que j'ai pu trouver, c'est un chevalier reclassé, mais les derniers vrais chevaliers, au terme où on l'entend quand on est gamin, eh bien les derniers chevaliers, c'était grosso modo sous Henri IV. Hein. Après, on est quand même un petit peu baissé en gamme, et c'était plutôt de l'aristo qui voulait avoir une jolie décoration. J'exagère, bien sûr, mais grosso modo, c'est ce que mes recherches m'ont permis de rapidement dessiner. Des vrais chevaliers qui guerroyaient, hein, qui n'étaient pas juste des simples fantassins, des simples soldats, avec le titre de chevalier. Les chevaliers tels qu'on se les représente dans l'imaginaire collectif, c'est dans ces années-là, en fait, qu'on en a eu les derniers dignes représentants. J'ai situé ça en 1602, même si l'année n'est pas citée, quelques années après la bataille d'Amiens. C'est donc à la bataille d'Amiens, 5 ans plus tôt, contre les Espagnols, que François Hercule a eu cette blessure de guerre. Donc mon gamin a choisi les grandes articulations de l'histoire, puisque toutes mes histoires, elles suivent grosso modo un plan avec des articulations, on va dire des moments clés où certaines articulations arrivent, et c'est lui qui a pris, pour la plupart, les décisions de la direction de l'histoire. Moi après, j'ai composé avec ça, j'ai brodé, parfois je me suis un petit peu éloigné de ce qu'il m'avait dit en cherchant quand même à respecter ses idées, et je lui ai fait une relecture globale. Il a validé, m'a juste dit par contre je veux que François Hercule y vive. Bon bah par contre moi il me faut une fin un peu dramatique là, donc si je le fais vivre, il finit à l'asile. C'est quoi un asile? Je lui explique ce que c'est. Il dit ouais ok ça marche. Donc il meurt pas, mais il finit chez les fous tout seul. Ouais, ça roule. Bon, bah super, vendu. Et on est parti là-dessus. Ça va chier dans les casseroles. Donc voilà comment ça s'est fait. Et puis une chose qui le motivait à participer à l'écriture de cette histoire, c'est évidemment parce qu'il a prêté sa voix. Hein, il prête sa voix à quelques personnages, dont tout au long de l'histoire, on ne sait pas trop si ce sont des enfants ou des rats avec des voix d'enfants. Évidemment, la solution que je préfère retenir, c'est la deuxième solution. Ce sont évidemment des rats qui sont dotés de la parole. Et comme cette histoire s'inscrit dans le même univers que mes autres histoires, dans mon univers, il y a donc des chats génétiquement modifiés dotés de la parole, et des rats intelligents naturellement dotés de la parole. J'ai pas prévu de les faire se rencontrer, mais si ça arrive un jour, ça pourrait être intéressant. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire d'égout, je l'ai pas inventée.
Alors, je n'ai pas réussi à sourcer l'information, parce que c'est une info que j'ai eue il y a 12 ou 13 ans de ça. Mais ça m'avait marqué à l'époque, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, tout ça. Alors, pas les rats qui parlent, évidemment. L'histoire dont il est question, c'est que dans la ville, si je me gourre pas, de Vienne, ou en tout cas une ville des pays de l'Est, dans les années 1800 et quelques, ils ont été envahis de rats, comme énormément de villes. Leur solution a donc été de foutre le feu aux égouts. Donc l'idée, je ne l'ai pas inventée, il y a des mecs qui ont vraiment eu pour idée de foutre le feu aux égouts pour buter la vermine. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une toute petite poignée de rats qui a survécu. Et ça les a pas inquiétés, ils se sont dit voilà, on en a buté des centaines de milliers, on est peinard. Sauf que quand la ville, 20 ans plus tard, s'est de nouveau retrouvée envahie par des rats, ben ils se sont dit on va recommencer, ça a marché la première, pourquoi ça marcherait pas la seconde? Sauf que il y avait eu un apprentissage de la part des rats. Et la deuxième fois, ça n'a pas marché. Quasiment tous les rats se sont enfuis en empruntant l'issue qu'avaient pris leurs ancêtres 20 ans plus tôt. Et là, ça devient intéressant. C'était dans le cadre d'une émission sur la mémoire génétique, justement. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les rongeurs ont une mémoire génétique des acquis liés au danger. C'est là où j'ai pris une petite liberté par rapport à mon scénario. Si vous mettez une souris ou un rat face à un problème à résoudre, que le fait de se tromper lui envoie une décharge de 220 dans la patte, et ben quand il va faire des bébés, les bébés toucheront jamais au choix qui provoque le 220. Choisiront toujours l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est de constater qu'il y a une transmission des apprentissages acquis dès lors que c'est lié à un danger. Donc je me suis inspiré de cette anecdote-là pour pouvoir écrire Le Roi des Rats, puisque du coup, on est sur un scénario sensiblement similaire, si ce n'est que mes rats sont bien plus intelligents que dans la réalité. Alors maintenant, pour parler du fond de l'histoire, il y a plusieurs théories qui sont possibles, et je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a principalement deux qui se défendent l'une et l'autre, et qui en réalité n'en forment qu'une seule. La première, c'est de se dire que le roi des rats, celui qui est appelé ainsi, c'est un homme qui dirige le réseau d'enfants pickpocket. Je n'emploie pas dans mon histoire le terme pickpocket parce qu'il est anachronique, mais c'est ce qu'ils sont. C'est un réseau de gamins pickpocket. Cet humain qui serait le chef de ces enfants se ferait appeler le roi des rats tout simplement parce qu'ils vivent dans les égouts. L'autre possibilité, c'est que le roi des rats est effectivement le roi des rats, pour de vrai, le boss des rongeurs, et qu'il fait travailler, ou qu'il travaille avec les enfants. On peut aussi se poser la question du prévôt. C'est quand même curieux, ces gamins qui courent dès que François Hercule rentre dans les égouts, le prévôt qui était présent peu de temps après qu'il ait commencé son exploration. Eh bien, ma réponse est la suivante, c'est que le roi des rats humains, c'est le prévôt, qui pilote les gamins pour commettre de menus larcins, c'est aussi son réseau d'informateurs, et puis d'un autre côté, les gamins cohabitent et collaborent avec les rats. Donc en fait, dans l'histoire, il y a deux rois des rats. Il y a le prévôt qui est le chef des voleurs, quelque part, et qui est donc pourri comme pas deux, et puis de l'autre côté, il y a celui qui se fait appeler Monsieur parmi les rats, qui est donc l'authentique roi des rats. Évidemment, si le prévôt fout le pied dans les égouts, ce n'est pas pour aller chercher des rongeurs, il n'a pas connaissance de leur existence, mais plutôt pour effacer ses traces, tout simplement parce que, eh bien, l'enquête de François Hercule, même si pour lui, elle s'oriente dans la mauvaise direction, l'a mis sur sa propre piste, et en l'occurrence, eh bien, il veut faire un nettoyage par le feu. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Alors maintenant, concernant la fin de François Hercule, Vasseur dit « Nous en avons terminé avec la vermine ». Évidemment, Vasseur ne pensait pas à la disparition de François Hercule en disant cela, puisque c'est un malheureux concours de circonstances qui fait que François Hercule est dans les égouts à ce moment-là, et finalement, les enfants qui l'observaient n'ont pas eu le temps d'avertir le prévôt, puisque le prévôt est un pourri, il aime bien se servir. J'en ai pas fait un assassin par nature pour autant. En effaçant ses traces, il voulait effacer les preuves, pas détruire des gamins non plus. Une joke qui me vient en tête, à laquelle je pense, c'est le nom de François Hercule, de Saint-Ange. J'y explique à la fin qu'il est l'ancêtre de Michael Cefangelo. Vous aurez évidemment noté la ressemblance des noms de famille de Saint-Ange et Cefangelo.
Tout simplement parce que Cefangelo, c'est de l'espéranto et ça veut dire archange. Donc depuis le début, mon personnage s'appelle Michel Archange. François Hercule, quant à lui, de Saint-Ange, eh bien, pour une raison que je n'ai pas encore déterminée, son nom de famille de Saint-Ange est devenu, à un moment donné de la lignée, Cefangelo. Et voilà, c'est le même nom de famille qui a juste évolué au fil des générations à un moment donné. Si je devais imaginer une théorie, je dirais qu'à la Révolution, il y a eu une première mutation du nom, pour ne pas montrer l'ascendance noblionne des deux Saint-Ange et éviter le dont étaient amateurs les copains de Robespierre, et sans doute une dernière évolution du nom, plus récente celle-ci, qui fait que le nom de Michael est de l'espéranto. Donc voilà pour les dessous de cette histoire, hein, pour vous en donner les très grandes lignes. Encore une fois, je ne reviens pas sur les différents niveaux de lecture, c'est rempli de petites perles. Si vous les voyez, tant mieux, et je pense que vous saurez les apprécier. Et puis, je vous retrouve cette fois pour la prochaine fiction audio. Et cette fois-ci, on va parler de simulation et de Terre plate. Et de Raymond DeVos. Tout ça en même temps. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.